Plus qu'un métier. Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode du podcast Plus qu'un métier, podcast qui part à la rencontre des acteurs du département des Yvelines. Si 9 Français sur 10 rêvent d'être propriétaires de leur logement, la réalité est parfois semée d'embûches. Dans les Yvelines, face à l'envolée des prix immobiliers, de nombreuses familles doivent renoncer à leurs rêves ou alors accèdent à la propriété dans des conditions dégradées. Avec la création de l'Office foncier solidaire, le département s'engage à redonner le choix et la possibilité de devenir propriétaire en proposant des logements à des prix 30 à 40% moins élevés que sur le marché libre et à standing égal. Pour nous en parler, je rencontre aujourd'hui Simon Goudiard, directeur de l'OFS, qui vient nous parler des solutions qui facilitent l'accession à la propriété pour tous. Plus qu'un métier. Bonjour Simon. Bonjour Hortense. Peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Je suis le directeur de l'Office foncier solidaire des Yvelines, qui est un groupement d'intérêt public. Ça fait maintenant une grosse dizaine d'années que je travaille. Et pour la petite histoire, avant d'atterrir à l'Office foncier solidaire des Yvelines, j'ai été assistant à maîtrise d'ouvrage du département des Yvelines pour la préfiguration et la création de ce groupement d'intérêt public. Donc tu étais de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Exactement. Donc j'arrive du privé, ça arrive à des gens très bien également. Et je crois que le projet était particulièrement intéressant et puis je crois très solide. Et puis quand on l'a vécu de l'intérieur au moment de la création, ça donne encore plus envie de basculer. Et donc comme l'opportunité s'est créée, j'ai pas hésité une seule seconde. Pourquoi avoir créé l'Office foncier solidaire ? Quel était le constat ? Alors avant de parler du constat, je pense qu'il y a une opportunité réglementaire, puisqu'en fait les offices fonciers solidaires sont des objets assez nouveaux, qui ont été créés par les lois Allure, Macron et Elan. Donc il y a eu toute une séquence législative qui nous a permis de créer ces nouveaux outils au service du développement du logement abordable. Et donc le département s'en est saisi pour une raison simple, qui est qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte de marché à l'échelle de l'Île-de-France et en particulier dans les Yvelines qui est très tendu. Les logements sont très très chers, le prix des terrains est de plus en plus significatif dans le prix final pour les acquéreurs. Et donc, quand des opérateurs immobiliers produisent des programmes de logements neufs, c'est de plus en plus difficile d'avoir des prix qui restent abordables et, on va dire, en cohérence avec le budget des ménages. Donc, on a de vraies problématiques de logement pour un certain nombre de familles, de jeunes actifs, notamment issus des classes moyennes et des classes intermédiaires. Et c'était important de pouvoir leur apporter une réponse au travers de ce dispositif-là. On peut donner quelques éléments de constat depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors que les prix immobiliers ne cessent de grimper de manière extrêmement forte, les revenus des ménages, eux, je dirais, évoluent de manière assez linéaire et sont complètement décorrélés en termes de capacité et de solvabilité par rapport à ce qui est proposé sur le marché. Donc c'était important de pouvoir proposer une offre qui corresponde à leurs besoins, qui corresponde à leur budget, à leurs attentes, à leurs aspirations. Et au travers du dispositif OFS-BRS, donc Office foncier solidaire et bail réel solidaire, on peut proposer des logements qui sont nettement plus abordables puisque proposés à des prix inférieurs de 30 à 40% par rapport aux valeurs constatées sur le marché. Alors effectivement, on parle souvent du parcours résidentiel des ménages. Et aujourd'hui, en Île-de-France et en particulier dans les Yvelines, ce parcours résidentiel s'assimile de plus en plus au parcours du combattant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la stratégie résidentielle d'une famille, elle est faite d'une série de renoncements. Alors que ce qu'on souhaite faire au travers de l'Office foncier solidaire et des logements à prix abordable, c'est au contraire de pouvoir offrir une série de choix. Éviter d'être dans une logique de renoncement par rapport à la localisation, par rapport à la surface, par rapport à la qualité du logement, mais bien au contraire, pouvoir permettre à des ménages de classe moyenne, de classe modeste, de reprendre en main leur parcours résidentiel et d'avoir un véritable poids dans la manière dont ils vont pouvoir travailler en étant à proximité des équipements, des transports, des écoles. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler aussi. Comment se rattache l'OFS au département des Yvelines ? Alors, l'Office foncier solidaire, qui a donc été créé en 2021 et qui est donc un opérateur satellite du département. Il a son autonomie, mais pour autant, il s'inscrit en pleine continuité avec les politiques qui sont portées et défendues par les équipes du département, et en particulier en lien avec la direction Ville et Habitat, qui est, je dirais, notre direction de tutelle, qui porte l'ensemble des politiques de soutien financier, de soutien d'ingénierie, de soutien technique aux communes, et qui porte aussi, on va dire, la stratégie politique portée par le département.
Et à ce titre, on s'inscrit en droite ligne de cette ambition portée par la direction Ville et Habitat en tant que bras armé opérationnel. On va plutôt apporter des financements, des subventions, de la compétence à nos partenaires du bloc communal. L'Office foncier solidaire des Yvelines aura une portée beaucoup plus opérationnelle, puisque l'objectif pour nous, c'est de participer au développement de programmes immobiliers, de construction de résidences, de logements. Donc voilà comment on se raccroche au département. Et est-ce qu'il existe d'autres OFS ailleurs en France ? Aujourd'hui, on a à peu près 70 OFS qui sont agréés en France et une vingtaine qui vont être agréés d'ici la fin de l'année 2022, sachant que les OFS peuvent être créés à l'initiative de différents types d'acteurs, soit des collectivités, soit des bailleurs sociaux, soit des sociétés d'économie mixte. Il se trouve que le choix qui a été fait par le département, c'est de créer ce groupement d'intérêt public Office foncier solidaire aux côtés de deux autres partenaires essentiels du département avec qui on partage un ADN très net, qui est celui des Yvelines. Donc les résidences Yvelines Essonnes, qui est un bailleur social, et l'aménageur Citalios, qui est une société d'économie mixte. Donc on a fait le choix de la mutualisation des moyens et des ressources pour créer cette OFS. Est-ce que vous êtes le seul département en France à avoir créé votre OFS ? Alors aujourd'hui, on doit être 2 ou 3 départements qui avons pris l'initiative de la création d'un OFS. Je rappelle que la question du logement ne fait pas partie du champ de compétences habituel des départements. Sauf que le département des Yvelines a fait le choix de se saisir de ce sujet qui est au cœur des préoccupations des Français, très clairement, en le raccrochant à 2 thématiques essentielles qui, pour le coup, sont dans le champ de compétences du département. La thématique des solidarités et la thématique de l'aménagement du territoire. Et il est clair que quand on a une action forte sur le champ du logement, ça a des incidences directes sur ces 2 aspects de politique publique qui sont portés par le département. Alors, comment fonctionnent les équipes de l'Office foncier solidaire au quotidien ? Combien êtes-vous de collaborateurs, par exemple ? Alors, nous sommes une toute petite équipe, mais au service d'une grande ambition, vous l'aurez compris, et on reviendra tout à l'heure d'un point de vue chiffré sur le nombre de logements que nous souhaitons pouvoir développer. Et donc aujourd'hui, nous sommes une toute petite équipe de 3 personnes. Donc moi en tant que directeur, j'ai un responsable administratif et financier et une assistante de direction. Petite équipe qui fonctionne, on va dire, avec beaucoup de souplesse et beaucoup d'agilité, presque dans un mode start-up, puisqu'on vient de créer la structure, qu'il y a tout à inventer, nos éléments de doctrine, nos éléments de stratégie, nos éléments de pilotage financier, la manière dont on interagit avec nos partenaires et nos interlocuteurs. Et en même temps, on peut tirer parti et bénéfice de tous les services qui sont apportés par le département. Et ça, c'est une vraie force pour nous, puisqu'en fait, on peut aller chercher, quand on en a besoin, la bonne compétence au bon endroit. On va souvent solliciter et mobiliser, par exemple, la direction de la communication pour nous accompagner sur toutes nos démarches de communication vers le grand public et puis vers nos partenaires institutionnels. On va chercher les compétences de la direction des finances qui nous accompagne dans le maquettage financier et la prospective budgétaire de l'OFS. On va chercher un certain nombre de fonctions ressources de manière générale. Ça peut être les ressources humaines. Finalement, on s'aperçoit qu'il existe énormément de métiers auxquels on pense pas forcément au sein du département. Et nous, on a cette chance-là qui est à la fois de pas faire supporter à l'OFS des charges importantes, notamment des charges de structure, des charges opérationnelles, et en même temps de bénéficier du soutien de toutes ces équipes-là quand on en a besoin, avec des compétences très diverses et très pointues. Simon, comment interviennent les membres de l'OFS, Citalios, les résidences Yvelines Essonnes ? Alors avant de parler de nos membres associés, je pense qu'il est important de parler du partenaire essentiel du dispositif, le bloc communal. Je rappelle que le département, et au travers de l'ensemble de ses opérateurs satellitaires comme l'Office foncier solidaire, intervient au bénéfice des territoires, au plus proche des administrés, et donc ce sont bien les communes qui sont nos premiers partenaires. Pour revenir sur les membres donc, qui participent au développement de l'activité de l'Office foncier solidaire, on va tout d'abord parler de Citalios, qui met à disposition son cœur de compétences, qui est celui du développement et du montage opérationnel des programmes immobiliers. Et qui intervient avec nous dans toutes les phases amont, en fait, et notamment de conception des projets, sur l'analyse financière, l'analyse qu'on appelle programmatique, c'est-à-dire que quels sont les logements qu'on va construire au sein de la résidence, sur nos bilans budgétaires et sur ensuite l'approche juridique quand on va aller jusqu'à l'acquisition de nos terrains et la signature chez le notaire. On a ensuite un deuxième membre essentiel qui s'appelle les résidences Yvelines Essonnes, qui est donc bailleur social et qui là encore va nous mettre à disposition un certain nombre de compétences. D'abord en période de commercialisation, quand on va mettre sur le marché les logements en bail réel solidaire, puisqu'ils ont une connaissance très fine des publics cibles, des ménages qui sont potentiellement candidats acquéreurs,
qui savent extrêmement bien mesurer leur niveau de ressources et leur niveau de solvabilité par rapport à l'offre de logement qui est proposée, et qui, dans un horizon moyen-long terme, quand nous aurons livré nos premières résidences, vont intervenir en gestion et en exploitation locative, et aussi en accompagnement social, pour s'assurer que finalement les copropriétés que nous sommes en train de construire aujourd'hui vont vivre bien et pour longtemps. Voilà. Nous avons ensuite d'autres partenaires qui ne font pas partie du tour de table de l'OFS. Je voudrais citer ici l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui, par son métier d'opérateur foncier, nous met à disposition un certain nombre de terrains dans lesquels nous allons pouvoir construire des logements en bail réel solidaire aux côtés d'un certain nombre d'opérateurs immobiliers. Je voudrais citer également l'ADIL, donc l'Agence départementale d'information sur le logement, qui accompagnera notamment lors des mises en vente des logements les ménages pour leur apporter un conseil entièrement gratuit sur qu'est-ce que devenir propriétaire, qu'est-ce que devenir copropriétaire, quel est le plan de financement, quelles sont les démarches que je dois engager auprès des différentes banques ou des différentes antennes qui peuvent apporter un soutien financier notamment. Et puis pour finir, évidemment, puisque l'Office foncier solidaire agit comme une foncière et comme investisseur au sein des opérations, rappeler que nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage des programmes immobiliers qui sont construits, et donc nous nous appuyons sur un certain nombre d'opérateurs immobiliers. Donc ça peut être des promoteurs privés, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des coopératives HLM qui vont prendre en charge la construction, la réalisation et la vente des logements pour notre compte. Alors Simon, pour comprendre plus concrètement comment fonctionne l'Office foncier solidaire, je te propose qu'on prenne l'exemple du parcours d'un jeune couple yvelinois qui souhaite acheter un logement dans les Yvelines. Comment l'OFS accompagne ce couple ? Imaginons que ce couple a un jeune enfant, en attend un deuxième, et aujourd'hui habite dans une commune attractive, à proximité d'un bassin d'emploi dynamique, et vit dans un logement en tant que locataire. Il verse à peu près tous les mois 1 000 € pour pouvoir continuer à occuper ce bien. Ce logement de 3 pièces ne correspond plus à son besoin, puisqu'aujourd'hui ils sont 3, demain ils seront 4. Donc ce couple a besoin possiblement d'avoir 3 chambres. Sauf que 1 000 € de loyer, quand ils essayent de le retraduire en 1 000 € de crédit immobilier dans la même commune, au même endroit, ça fonctionne pas. Imaginons une commune autour de 5 000 € du mètre carré pour pouvoir acheter sa résidence principale. Donc le choix, il est simple. Soit je reste locataire parce que j'ai envie de rester à proximité de mon emploi, pas forcément faire 45 minutes de voiture tous les jours pour aller au travail, que je veux laisser mes enfants dans la même école, que je veux pouvoir continuer à bénéficier du même cadre de vie, des mêmes équipements. Soit je m'éloigne considérablement pour pouvoir acheter une maison loin des centres urbains et des centres d'emploi. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure d'une série de renoncements. Là, on est dans le renoncement. Je suis locataire, je ne peux jamais devenir propriétaire, ou je deviens propriétaire, mais à des conditions dégradées qui ne sont pas celles que je pouvais imaginer. C'est là qu'on intervient justement au travers du bail réel solidaire, qui est un nouveau produit logement d'accession sociale à la propriété, qui va s'adresser à des ménages sous conditions de ressources, donc de classe moyenne globalement. L'objectif est relativement simple, c'est une dissociation entre le terrain et les murs du logement. L'Office foncier solidaire va acheter le terrain, ne va pas le refacturer au ménage dans son prix d'acquisition, et le ménage, lui, la famille, va acheter les murs à des conditions beaucoup plus favorables. Évidemment, il y a certaines contreparties, puisque nous restons propriétaires de ce terrain qui n'ira jamais dans le prix du logement. Le ménage reverse à l'OFS, en plus de son crédit immobilier qu'il aura contracté pour pouvoir acheter ces murs, une redevance foncière, donc c'est un loyer en fait, de l'ordre de 1 € du mètre carré habitable par mois. Donc si on reprend l'exemple du couple dont on parle, dans un 3 pièces de 60 mètres carrés ou demain dans un 4 pièces de 80 mètres carrés, il reversera à l'OFS 60 ou 80 € en plus de son crédit immobilier par mois. Donc au bout du compte, pour ce jeune couple qui peut trouver une solution différente à son logement en location aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que le bail réel solidaire n'est pas tant une alternative à l'accession à la propriété qu'une alternative à la location à fonds perdus. Dit autrement, au lieu de verser tous les mois 1 000 € en pure perte auprès d'un propriétaire, ces 1 000 €, vous allez pouvoir les capitaliser partiellement, puisqu'évidemment il y aura une charge d'intérêt à verser à la banque. Mais donc on voit bien qu'on est sur presque un produit d'épargne. Moi, j'appelle ça même l'épargne occupante, puisqu'on parle souvent de la propriété occupante. Moi, je parle d'épargne occupante dans le cas du BRS.
Et l'objectif, c'est qu'on ait un produit tremplin pour basculer dans un schéma plus classique d'acquisition. Ce jeune couple, il est locataire aujourd'hui, avec un enfant et un deuxième à naître. Demain, il devient propriétaire de ses murs dans le cadre d'un logement en bail réel solidaire, dans lequel il va rester, parce que c'est la durée d'occupation moyenne d'un logement en France aujourd'hui, 7 à 8 ans. Et au bout de 7 à 8 ans, au lieu d'avoir continué à payer un loyer à fonds perdu tous les mois, il a un petit peu capitalisé. Et avec ce qu'il va pouvoir revendre et épargner, ça lui permettra de constituer un petit apport et de basculer dans un schéma d'accession plus classique. Et ensuite, si notre couple yvelinois souhaite revendre son logement, comment ça se passe ? Alors, ça fait partie des autres contreparties du bail réel solidaire. On a parlé des conditions de ressources, on a parlé de la redevance foncière qui est versée à l'OFS tous les mois, et on voit bien qu'on est dans un produit anti-spéculatif. Donc, il y a quand même certaines conditions à respecter pour pouvoir revendre son bien. Lors de la revente, en fait, on va déterminer un prix qui est connu presque à l'avance, puisqu'en fait, au moment de la signature du bail réel solidaire, on indique une formule de calcul au ménage qui est le prix d'acquisition initial, augmenté de l'inflation, augmenté des éventuels travaux d'amélioration qui ont été apportés dans le logement. Donc ça veut dire que effectivement dans un marché classique autour de 5 000 € du mètre carré, avec une évolution relativement linéaire qu'on connaît aujourd'hui et qui nous fait atterrir sur des prix qui sont quand même globalement délirants pour les classes moyennes, au lieu de faire 15, 20, 25% de plus-value, on en fera peut-être plutôt 7 ou 8. Donc ça reste quand même très raisonnable et très intéressant pour le ménage qui décide de sauter le pas. Alors, il ne pourra pas revendre son bien à n'importe qui. Il va devoir revendre son bien à un ménage, une famille qui lui ressemble au moment où lui-même avait acheté le logement. Donc, sous conditions de ressources, avec un certain niveau de solvabilité et qui souhaite s'inscrire dans le même parcours résidentiel que lui. Si les revendeurs ne trouvent pas d'acquéreur, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été intégrés dans le bail réel solidaire, et notamment un certain nombre de dispositifs de sécurisation de nos acquéreurs. Évidemment, l'OFS sera présent tout au long de la vie des copropriétés et tout au long du parcours résidentiel de nos acquéreurs. On a notamment des garanties de rachat, c'est-à-dire que si effectivement le marché se porte pas très bien dans un endroit en particulier, que le ménage n'arrive pas à trouver de repreneur, alors auquel cas l'OFS va lui faire une offre de rachat pour éviter au ménage de se retrouver dans une situation bloquante, par exemple dans le cadre d'un divorce, d'une mobilité professionnelle, qu'il puisse tout de suite disposer des liquidités rattachées à son bien pour pouvoir basculer dans un autre projet de vie, dans un autre territoire. Si des auditeurs qui nous écoutent souhaitent sauter le pas, comment doivent-ils s'y prendre ? Quelles sont les conditions qu'ils doivent remplir ? Alors, pour pouvoir démarrer, on va dire, un projet d'acquisition en bail réel solidaire, il va falloir d'abord être très attentif aux communications qui seront faites par les promoteurs et les bailleurs sociaux qui vendent des logements sous cette forme-là. Ensuite, ils vont aller très simplement rencontrer un vendeur de l'opérateur immobilier pour commencer à regarder des logements sur plan qui peuvent les intéresser. Et puis, ils auront ensuite à remplir un dossier qui sera transmis à l'Office foncier solidaire, puisque l'Office foncier solidaire doit délivrer un agrément qui va tenir compte d'un certain nombre de conditions, des conditions de ressources, qui sont des conditions réglementaires. En fonction d'un certain zonage dans les Yvelines, elles sont plus ou moins avantageuses. Donc on peut donner en moyenne quelques chiffres. Pour un ménage de 2 personnes, ça va commencer autour de 2 SMIC maximum pour pouvoir aller chercher un logement en bail réel solidaire, jusqu'à 4 SMIC et plus pour des familles de 4-5 personnes et plus. Voilà. Donc ce dossier va être rempli, l'Office foncier solidaire va délivrer un agrément, et sur la base de cet agrément, la famille candidate acquéreur et l'opérateur immobilier vont pouvoir aller jusqu'au bout du process d'acquisition et de livraison du logement quand ils seront construits. Et alors, vous avez une liste d'attente longue comme le bras, j'imagine ? Vous avez beaucoup de demandes ? Alors, il y a effectivement beaucoup de demandes, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre relativement tôt, dès lors qu'on a connaissance de la mise sur le marché d'un nouveau programme en BRS. On a aujourd'hui, par exemple, une opération qui a été entièrement commercialisée à Voisins-le-Bretonneux. 28 logements qui ont été tous réservés en l'espace de 3 mois, c'est-à-dire 3 fois plus rapidement qu'une opération traditionnelle. Donc effectivement, ça va très 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 vite et pas d'inquiétude, il y a un certain nombre d'opérations qui sont en cours de développement et qui vont être mises sur le marché dans le courant de l'année 2022 et au-delà évidemment. À quels enjeux socio-économiques répond la création de cet office foncier solidaire, Simon ? Alors, il y a plusieurs enjeux qui sous-tendent la création de l'Office foncier solidaire. Le premier, je pense qu'on l'a largement évoqué, c'est
une situation de marché immobilier qui devient intenable pour le plus grand nombre dans les Yvelines. Il faut qu'on puisse leur offrir de nouvelles solutions de logement à prix abordable et qui correspondent aux besoins et à leurs aspirations en matière de localisation géographique. Il y a un deuxième enjeu qui est politique et qui est important à avoir en tête, c'est également que le bail réel solidaire compte comme un logement social dans le parc immobilier de la commune. Donc il y a une loi qui s'appelle la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui impose à un certain nombre de territoires d'avoir dans leur commune un minimum de 25% de logements locatifs sociaux. Donc le bail réel solidaire est, je dirais, une flèche complémentaire à l'arc de l'action du département en faveur des communes pour réussir à atteindre ces 25%. Il y a du logement locatif social classique qui va répondre à des besoins plutôt de ménages modestes. Et avec le bail réel solidaire, on apporte une solution complémentaire qui, en plus, est particulièrement bénéfique pour la commune puisque ça va rentrer dans la comptabilisation des logements sociaux qui sont en fait des attendus réglementaires de l'État. Et enfin, je crois que le dernier sujet qui est important à avoir en tête, c'est que le logement a une dimension essentielle dans la dynamique et l'attractivité des territoires. Sans logement, pas de développement économique suffisamment soutenu. Sans logement, pas d'attractivité commerciale dans les centres-villes pour les petits commerces de proximité, pour les artisans. Donc, moi, je considère que le logement, c'est un peu la mère des batailles. Avec le logement, on va faciliter le maintien des entreprises sur le territoire, faciliter le développement de l'emploi. Il suffit d'entendre les grandes entreprises aujourd'hui qui ont des postes à pourvoir dans les Yvelines et qui ne savent pas les pourvoir parce qu'en fait, les actifs qu'ils recherchent, les salariés qu'ils recherchent, ne savent pas se loger dans les Yvelines parce que c'est trop cher. Et donc, je crois que pour attirer des actifs, pour attirer des talents, il faut qu'on ait aussi une offre de logement qui corresponde à l'ensemble des besoins et à l'ensemble des bourses, en fait, des salariés sur le territoire. Est-ce que la crise sanitaire a fait évoluer le logement dans les Yvelines ? Alors, je pense que la crise sanitaire a fait évoluer le logement tout court. Et pas simplement dans les Yvelines. Je pourrais donner un regard plus particulier sur notre expérience aujourd'hui sur ce territoire, mais de manière générale, on s'aperçoit que les ménages sont beaucoup plus attentifs à leur lieu de vie et à leur logement et à la qualité d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logement n'est plus un simple produit de patrimonialisation, c'est aussi un bien de consommation. Et qui dit consommation dit qualité d'usage. Et dans la qualité d'usage, c'est les agencements à l'intérieur de l'appartement, c'est la possibilité d'avoir des extérieurs, des balcons, des terrasses, un petit bout de jardin. C'est avoir des pièces qui sont adaptées à l'usage qu'on souhaite en avoir, pas des chambres minuscules, des séjours de taille suffisante, pourquoi pas des espaces de télétravail. On voit bien que même si aujourd'hui on n'est plus en période de confinement, pour autant le télétravail est devenu une nouvelle norme et donc travailler à la maison c'est bien quand on y est forcé, c'est mieux quand on le fait avec plaisir aussi et qu'on a un espace qui est dédié et qui est pas simplement un bout de cuisine ou un bout de canapé dans certaines situations. Donc ça, on le ressent très clairement dans la manière dont s'expriment les besoins aujourd'hui sur le marché immobilier. Et la bonne nouvelle, en tout cas me semble-t-il, c'est que les opérateurs immobiliers se sont saisis de ce sujet-là. Et de plus en plus, on voit des évolutions majeures dans les logements qui sont proposés à l'OFS avant qu'ils soient mis en vente. On a des logements qui sont généralement plus spacieux. On essaye d'avoir des espaces extérieurs pour tous les logements et pas simplement les derniers étages ou les rez-de-jardin. On essaye systématiquement de retrouver des espaces qui vont permettre d'installer un ordinateur quand on travaille à la maison. Et donc, c'est pas encore systématique. Tous les opérateurs n'ont pas pris le pli, mais on voit qu'il y a une vraie évolution en la matière qui place l'usage au centre des préoccupations, qu'il s'agisse de ceux qui vont réaliser et construire ces logements, comme de ceux qui vont les acheter et les occuper. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'Office foncier solidaire, de ce point de vue-là, est très attentif, voire même très exigeant avec ses partenaires, en particulier les opérateurs immobiliers, pour qu'un certain nombre de préconisations soient bien intégrées dans la manière dont vont être construits les logements. Alors, à grandes ambitions, grands moyens, j'imagine. Quel est le budget pour relever ces défis ? Alors effectivement, l'OFS a été très largement doté par le département des Yvelines, avec une enveloppe de capitaux propres autour de 25 millions d'euros pour 5 ans.
Ça veut dire que nous avons, pour produire 250 logements par an, pas moins de 5 millions à investir dans les territoires, au bénéfice des communes et au service évidemment des futurs acquéreurs qui occuperont ces logements. Et toi, Simon, qu'est-ce qui te motive à titre personnel dans ton travail ? Alors moi, je suis particulièrement attiré par les sujets d'intérêt général et tout ce qui touche à la chose publique de façon globale. Donc, il se trouve que moi, par mon parcours, je suis urbaniste de formation. J'ai tout de suite été très intéressé par les questions du logement, qui, me semble-t-il, fait partie des préoccupations essentielles des Français, qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je suis particulièrement heureux tous les matins de me lever quand je vais au travail pour me dire que je contribue, on va dire, à quelque chose qui va permettre d'améliorer la qualité de vie des Yvelinois, leur cadre de vie, leur confort au quotidien, et puis finalement des projets de vie de manière générale. Son chez-soi, c'est son intimité la plus proche, et évidemment on a envie de construire des belles choses et pas simplement vivre son logement comme une contrainte. Donc ça, c'est pour moi un élément moteur qui est très très fort. Et le fait d'être passé du privé au public, aucun regret ? Alors beaucoup d'hésitation, parce qu'il se trouve que quand j'ai pris mon poste de directeur de l'Office foncier solidaire et j'avais une situation très confortable, j'avais pas de projet de mobilité professionnelle, et il se trouve que c'est la qualité du projet en fait qui m'a attiré, et ça m'a quand même fait hésiter longuement quand on n'est pas dans une recherche à tout prix de changer de travail, mais après un an, ce dont je suis certain, c'est que je ne regrette absolument pas. Bien, merci beaucoup Simon. Plus qu'un métier. Si vous avez aimé ce 9e épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Encore, en cliquant sur l'étoile pour l'ajouter à vos favoris. À bientôt. Plus qu'un métier.